Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette édition de Entretien exclusif sur Vision 4 Télévision. Nous avons l'honneur de recevoir une figure de proue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Diamaré à Maroua. Sali Daïrou est membre du bureau politique du parti au pouvoir, ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, ancien député du RDPC. Sali Daïrou est également membre du comité éthique du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Avec lui, nous allons balayer toute l'actualité camerounaise. Actualité politique, actualité traditionnelle, actualité religieuse, si vous voulez. En tout cas, tout ce qui vous concerne. Est-ce qu'on aura des tabous ce soir? Je ne pense pas. Il est connu pour être quelqu'un qui dit ce qu'il pense avec une liberté de ton. Merci d'être là ce soir. Sali Daïrou. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Vous pouvez vraiment poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je ne suis pas de nature à censurer quelques questions. Il n'y aura pas de tabou. Pas de tabou. Alors, on va y aller directement. Je vous rappelle que nous aurons un petit break dans cette émission pour suivre les réactions des téléspectateurs avec Florent Barga qui viendra au cours de l'émission. Alors, première question, qu'est devenu Sali Daïrou depuis sa sortie de l'Assemblée nationale et même du gouvernement en 2000? Je suis devenu simple citoyen normal qui cherche sa vie au quotidien tout en restant militant, convaincant et convaincu, comme disait l'autre, de l'Assemblée démocratique du peuple camerounais. Et c'est ce parti qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je me bats comme je peux, comme disait quelqu'un, comme disait Otama. Ce que je vois, je prends. Ce que je ne vois pas, je ne prends pas. Donc, je suis là, ça va, je me porte bien, grâce à Dieu, je crois que je n'ai pas à me plaindre, ça va. Alors, votre déchéance en tant que député n'a pas, même en tant que ministre, n'a pas altéré de quelque manière votre militantisme, c'est ça? Vous savez, ceux qui se laissent abattre sont ceux qui, une fois montés quelque part, oublient d'où ils sont partis. Je suis parti de simples militants, je suis parti de simples fonctionnaires pour être ministre et je savais qu'un jour ou l'autre, ça devait s'arrêter. Donc, après 8 ans de ministre, si ça s'arrête, je ne peux que remercier le Seigneur pour tout ce temps que j'ai passé, encore que je suis sorti la tête haute. Je ne me reproche rien, je n'ai rien fait de mal à qui que ce soit. Je n'ai fait que du bien à tous ceux qui m'ont demandé un service. Je crois que c'est une satisfaction que je peux vraiment porter toute ma vie. Et par rapport au côté politique, vous savez que la politique est un domaine très glissant. Vraiment, quand vous faites de la politique, attendez-vous à recevoir des coups de partout. Et ce que j'ai vécu, c'est ce que... Des coups, vous en avez reçu. Tout à fait normal. Nous allons en parler dans cette émission. D'accord. Vous avez reçu des coups. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer? C'est vrai que vous dites que ça vous laisse à 37, mais qu'est-ce qui peut expliquer cette succession de déchéances? Vous êtes membre du gouvernement, vous dites avoir travaillé avec satisfaction, nous allons d'ailleurs en parler tout à l'heure, de 92 à l'an 2000. À l'an 2000. À l'an 2000 et vous êtes député par la suite. Malgré ce que vous faites à Maroua, dans le Diamaré, pour porter la flamme parti, vous êtes sorti de l'hémicycle d'une manière, on dirait inélégante. Qu'est-ce qui peut justifier que l'on soit aussi, si je peux me permettre, aussi ingrat avec vous? Mais ce n'est pas avec moi particulièrement. Vous savez que la politique est ainsi faite. Tout le monde en politique doit s'attendre à recevoir de coups. La manière d'encaisser, n'est-ce pas, de ne pas vraiment accepter, c'est ça qui différencie les hommes politiques. Un homme politique, si on vous tacle aujourd'hui, vous allez tomber et chercher à rebondir et continuer, n'est-ce pas, votre chemin. Donc, je ne pense pas que vraiment les coups qu'on porte, c'est tout à fait normal. Vous savez que la politique, chacun a des ambitions. Quand quelqu'un vous voit quelque part, il se dit que mais si celui-ci n'est pas là, peut-être que c'est moi qui devrais
n'est-ce pas, occuper sa place. Et du coup, il se met à vous créer des ennuis. Il faut seulement savoir éviter tout ça. Il faut savoir minimiser ça et se dire que vraiment, la vie ne s'arrête pas là. Après la politique, il y a une autre vie qui continue. Alors, vous êtes membre du bureau politique, c'est une instance, on dira, prestigieuse de votre parti, bureau politique du RDPC. Mais est-ce que ce n'est pas un rôle purement honorifique et un rôle résiduel auquel vous êtes astreint maintenant, et alors que vous avez tout perdu? Ben, tout perdu, je ne dirais pas. Je n'ai pas tout perdu. Personnellement, j'ai continué, n'est-ce pas, à militer au sein du RDPC. Je suis membre du bureau politique. Ça, c'est le cercle très restreint des militants du parti. Parce qu'être à ce niveau-là, je me dis que je dois seulement dire merci au bon Dieu et merci au président de la République, président national du parti. Mais ceux qui n'ont rien dans le bureau politique, monsieur le ministre, sont soit ministre, soit directeur général, soit du moins président de conseil d'administration d'une société d'État. Mais vous alors? Chacun a son étoile. Je ne peux pas en vouloir à ces de mêmes collègues, membres du bureau politique qui sont soit membres, président du conseil d'administration ou, n'est-ce pas, directeur général. Peut-être que ma part aussi viendra un jour. Donc je ne désespère pas, mais je ne suis pas en train vraiment de me plaindre et je me dis que c'est tout à fait naturel, tout à fait normal, que vraiment, j'ai déjà occupé des fonctions très prestigieuses. J'ai déjà été ministre pendant 8 ans, directeur de cabinet du Premier ministre pendant 1 an et demi, et député pendant 17 ans. Je me dis que vraiment, le parcours que j'ai pu avoir est suffisamment élogieux pour que je ne regrette rien. J'ai obtenu, j'ai travaillé partout. Je crois que j'ai fait ça avec, n'est-ce pas, la bonne volonté et la rectitude morale qu'il fallait. Oui, alors, j'imagine que vous n'avez pas de pincement au cœur, monsieur le ministre, mais il y en a qui sont restés autant de temps que Paul Biya est resté au pouvoir. Qu'est-ce qui peut justifier que vous ayez perdu autant de côtes auprès du prince, que vous avez servi et que vous continuez de servir en tant que militant du parti dont il est le président? Je n'ai pas perdu de côtes auprès du président de la République. Je peux vous avouer ici, sur ce plateau, aujourd'hui, que actuellement, j'ai n'est-ce pas, à côté du président national du parti et président de la République, la même cote que j'avais n'est-ce pas, quand j'étais ministre. Je crois que je suis l'un des rares aujourd'hui à avoir perdu son poste de ministre, mais avoir rencontré le président de la République 3 fois de suite, en tête à tête. Ça, je crois que c'est un honneur. En tant que ministre ou après votre sortie du gouvernement? Après la sortie du gouvernement, après quand j'étais déjà président de section, et puis même en tant que ministre, je crois que le président de la République, vraiment, je le lui dois. Il m'a vraiment toujours estimé. Et il l'a dit autour d'une réunion d'un conseil ministériel. Et il a dit vraiment que voilà les 16 jeunes ministres de la fonction publique. Je crois que lui, il reçoit tout le monde. Pourquoi vous, les autres, vous ne les recevez pas? J'ai dit ça m'a fait chaud au cœur. Et je crois que c'est quelque chose que je retiendrai de monsieur le président de la République. Il sait ce que je suis, il sait ce que je fais, il sait ce que je vois aussi. Donc moi, je me dis que m'avoir déjà mis au niveau du bureau politique du parti, je crois que c'est, n'est-ce pas, la reconnaissance ultime que je pouvais avoir, n'est-ce pas, du président de la République. Oui, vous avez été ministre de la fonction publique et de la réforme administrative à 36 ans. Et donc, il vous faisait ces remarques positives en conseil des ministres. Absolument. Mais alors, pourquoi ne vous avoir pas gardé à côté de lui? Mon frère, vous ne savez pas, en politique, il y a des choses qui se disent et d'autres qui ne se disent pas. J'ai été, en tant que personne, je ne me reproche rien. J'ai servi loyalement. J'ai servi de manière tout à fait désintéressée. Et à preuve, je suis là aujourd'hui. Tout ce qu'on a mis en prison, vous n'avez jamais entendu mon nom cité parmi ces perviables. C'est un exploit dans le gouvernement actuel. C'est un exploit dans le gouvernement actuel. Et je me suis dit que vraiment,
c'est mettons ça sur le dos, n'est-ce pas, de l'étoile. Chacun a son destin. Et mon destin a voulu que, à un moment donné, que je ne sois ni ministre, ni rien dans la... Mais je suis quand même quelqu'un d'important parce que je vous dis, aujourd'hui, quand le président de la République appelle, n'est-ce pas, les membres du bureau politique pour une consultation au niveau suprême, n'est-ce pas, du parti, je suis quand même parmi là. Les combats politiques ont-ils eu raison de vous? Non, 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 les combats politiques ne peuvent jamais avoir raison de moi. Pour la simple raison que moi, j'ai pris tout de manière tout à fait vraiment sportive. Je suis très sport dans la politique. Vous savez, comment suis-je même arrivé, n'est-ce pas, à émerger politiquement? J'étais, moi, dans mon petit coin, quand le président, n'est-ce pas, à l'avènement de la démocratie, il y a eu le renouvellement des bureaux des organes de base. Un président a été élu n'est-ce pas, à Maroua, dans l'Idi Amaré. Il y a eu, n'est-ce pas, des démissions massives du RDPC vers l'opposition. Tant et si bien que quand on a fait la première élection, nous avons perdu 4 députés sur 5. Nous avons perdu 5 communes sur 7. Il ne restait que la commune de Bogo et celle de... Non, 6 même, 6 sur 7. Parce que c'est à la deuxième législature que nous avons eu, n'est-ce pas, 2 communes sur 7. Bon, c'est dans ce contexte-là que j'ai été appelé à venir, n'est-ce pas, au gouvernement. Et quand je suis arrivé au gouvernement, je me suis investi corps et âme. Ce n'était pas le seul. J'ai fait appel à toutes les élites du Diamaré, à qui j'ai demandé de m'accompagner dans cette tâche qui était immense. Les gens, ils ont répondu positivement. Nous sommes descendus sur le terrain. Nous avons fait le travail pendant près de 7 mois. Et nous avons ratissé tous les villages du Diamaré. J'ai dit tous les villages. Je ne dis pas les cantons, je dis les villages. Nous sommes partis de village en village. Et pendant que j'étais au gouvernement, j'avais demandé la permission de 7 jours par mois pour aller sur le terrain, essayer de parler à nos populations, essayer de vraiment de leur faire savoir que nous ne pouvons pas lutter contre le pouvoir. Parce que l'opposition peut vous dire, n'est-ce pas, peut vous promettre monts et merveilles, mais l'opposition n'a pas les moyens de réaliser, n'est-ce pas, ces promesses, puisqu'ils n'ont pas les leviers du pouvoir. Donc, après tout cela, je crois que nous avons eu, et ça c'est à l'honneur de tous ceux qui m'ont accompagné dans cette tâche, toutes les élites qui m'ont accompagné, ce n'étaient pas les seuls, mais je peux seulement me targuer d'avoir été le fil conducteur. C'est moi qui étais donc la tête de proue, mais derrière moi, il y avait beaucoup de bonne volonté. Et tant et si bien qu'à la fin, nous avons donc récupéré 4 députés sur 5. Et nous avons également récupéré 6 communes sur 7. Donc je dis que ça, c'est à l'honneur de ce que nous avons pu faire avec la collaboration et le soutien des autres membres, disons, de la délégation que j'avais composée et qui étaient des élites du Diamaré. C'est tout à leur honneur et au mien également. Donc c'est ça, la politique, il n'y a pas de cadeau dans la politique. Alors, Sali Daïrou, oui. Regardez le parcours que vous avez eu. Très peu de jeunes ont eu la chance de ce parcours-là. Vous êtes chef service du budget au ministère des Finances. Tout à fait. Vous êtes chef service des subventions aux sociétés d'État et des contributions aux organismes internationaux. Tout à fait. Vous êtes sous-directeur du budget. Vous êtes directeur des affaires générales du MINFI en 89. Alors, vous êtes tout jeune. Et vous êtes directeur de cabinet de M. Sadou Ayatou, qui est le Premier ministre d'alors. Et vous êtes à 36 ans ministre du Cameroun, ministre de la fonction publique. Alors, est-ce que les leaders politiques de la région de l'extrême nord ou du Septentrion auraient pu jouer un quelconque rôle pour que vous soyez effacé des tablettes soit de l'administration, de la haute administration, soit du parti? Moi, je mets ça sur le coup du destin. Ils auraient même pu être 1000 ou 10 000. Si mon destin n'avait pas été celui-là, je serais resté.
À preuve, beaucoup de ministres sont restés peut-être 20 ans, 25 ans ministres. Et ce n'est pas que chez eux, ils n'ont pas eu d'adversité, mais disons que leur étoile a continué de briller. La mienne s'est peut-être éteinte, peut-être c'est une pause. Pas que c'est définitivement éteinte, mais c'est une pause. On attend, on verra ce que demain nous réserve. Vous ne rendez personne responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Je ne rends personne responsable de ce qui m'est arrivé. Je me dis que c'est mon étoile comme ça. Il était prévu que je devais être à n'est-ce pas, responsable à ce niveau de responsabilité. Et qu'à un moment donné, je devais donc descendre. Je suis descendu. Et je remercie Dieu déjà pour tout ce que j'ai eu à avoir comme, n'est-ce pas, ascension. Il ne faut pas être ingrat. Ouais. On a déjà eu, il ne faut pas dire que, comme on dit chez nous, la poule qui peut courir toute la journée et après, dans l'après-midi, il frotte les becs pour dire que moi, je n'ai rien eu. Non, moi, j'ai déjà eu. Je remercie le bon Dieu, je remercie les chefs de l'État. Alors, quel est le rôle que l'élite politique du Grand Nord joue pour le développement des trois régions, des régions septentrionales? Bon, l'élite, c'est une courroie, en réalité. Une courroie de transmission entre la base et le sommet. La base exprime, n'est-ce pas, ses desiderata. L'élite est là pour recueillir ces desiderata, les amener là où ces problèmes doivent être, n'est-ce pas, résolus, et qu'elle doit suivre, n'est-ce pas, si les problèmes qu'elle a déjà posés sont en train de trouver des solutions. Je crois que c'est ça, l'ordre de l'élite. Le rôle de l'élite, c'est cela. Donc, nous, on a joué ce rôle. Et on continue de les jouer d'ailleurs, même sans avoir aucune fonction. Moi, je continue toujours à porter, n'est-ce pas, les doléances de nos populations, là où il le faut. Parce que il y a beaucoup d'amis que j'ai dans le gouvernement actuel. Donc, s'il y a des problèmes qui relèvent de leurs compétences, je n'ai pas honte de venir les voir pour leur poser les problèmes de cette base-là, la base militante qui m'a toujours fait confiance et qui continue toujours à me faire confiance. Je peux vous le dire, parce que quand vous avez dit que je ne suis plus la présidente de section, je suis parti dans quelles conditions? J'ai été président de section, je vous raconte d'abord, vous me permettez de vous prendre 2 minutes de votre temps pour vous dire comment je suis monté. À l'avènement de la démocratie, il y a eu un nouveau président de section qui a été élu, qui était d'abord anciennement président de la section UC, président de la section UNC, et il est monté aussi à la RDPC. Donc, beaucoup de gens n'ont pas compris que démocratie veut dire la contradiction. Si vous allez, vous êtes en train de prendre des décisions, acceptez que d'autres personnes disent le contraire de ce que vous voulez dire. Ne pensent pas comme vous. Donc, ça a fait que beaucoup de gens ont fui le RDPC, sont partis dans l'opposition. Et c'est alors, à un moment donné, toutes les élites, y compris les élites commerçantes de Diamari, se sont réunies et nous ont invité toutes les élites de Yaoundé, de Douala, nous sommes retrouvés à Marouane. On dit que bon, voilà l'élection, le renouvellement du bureau des organes de base qui pointe à l'horizon. Nous allons remplacer le président de section actuelle parce que c'est son comportement qui a fait que les gens ont fui, n'est-ce pas, les partis pour aller dans les partis d'opposition. Nous avons tablé, nous sommes restés là, ils ont choisi 3 ou 4 potentiels candidats. Et chaque candidat dont on avançait les noms, la foule disait non, pas celui-là, non, parce que vraiment celui-ci, il ne peut pas faire l'affaire, non, pas l'autre. Il y a un seul sur qui il y avait eu l'unanimité, mais lui, il a décliné. Pour la simple et bonne raison qu'il était malade et il était sous dialyse. Il a dit qu'il ne peut pas être président de section, mais il peut accepter d'être membre du bureau de la section parce qu'il va à la dialyse 2 fois par semaine. Et il aura moins d'exigences. Voilà, et il ne pouvait pas donc. Nous sommes donc rentrés. Moi, je me projetais donc de rentrer le lendemain sur Yaoundé, en attendant qu'il trouve quelqu'un, n'est-ce pas, qui était apte à occuper ces fonctions-là, pour que celui-là donc puisse être désigné comme candidat à l'élection du poste de président de section. Et c'est comme ça que, donc, dans la nuit, beaucoup de commerçants de Maroua, les plus influents d'ailleurs, il y a Bello qui était le premier commerçant de Maroua et Garga Bobore, n'est-ce pas,
de regretter mémoire, ce sont eux qui sont donc allés dans la nuit voir ma mère. Ils ont dit à ma maman qu'ils n'ont pas eu le courage de me demander de me porter candidat au bureau de la section. Il faut que ma maman, comme je respecte ma mère, ils ont dit à ma maman, si toi tu lui demandes ça, il va accepter. Et c'est comme ça que le lendemain, quand je vais chez ma maman pour lui dire au revoir, elle me dit non, assieds-toi. Il y a tel et tel qui sont venus dans la nuit, qui m'ont demandé de prier d'accepter d'être candidat au poste de M. Issa Balarabé. Elle ne connaît pas le nom de poste, elle connaît seulement la personne qui occupait le poste. J'ai dit, bon, ma maman, vraiment, tu sais que je ne peux pas te dire non, mais je dois te dire pourquoi j'hésite. Elle me dit pourquoi. J'ai dit, je suis déjà membre du bureau politique de ce parti. Si aujourd'hui, le président national du parti apprend que malgré qu'il m'a mis membre du bureau politique, je suis allé sur le terrain pour chercher le poste de président de section. Et comment il va prendre ça? Il m'a dit comment? Bon, il fallait que je lui illustre ça. Autrement, j'ai dit à ma maman, si aujourd'hui, le Lamido de Marois descend pour chercher le poste de Lawan, c'est-à-dire chef de deuxième degré, comment la population va voir ça? Elle m'a dit non, vraiment, même quel que soit le cas, puisque les gens sont venus me voir, pardon, il ne faut pas les décevoir. J'ai dit non, puisque c'est toi qui me l'as demandé. Tu sais que je ne te refuse rien. Je vais voir, mais il y a une condition. Il me dit laquelle? J'ai dit il faut que j'aille d'abord voir le président national du RDPC. Je vais lui poser le problème. S'il me donne son OK, je suis vraiment preneur. Je vais venir, je vais me porter candidat. Il m'a dit pardon, fais-le. Et c'est comme ça que je suis rentré de Marois. J'ai donc posé, n'est-ce pas, le problème au chef de l'État, président national du parti. Et quelques 3-4 jours après, il m'a fait dire que si c'est pour l'intérêt du parti, il faut que j'aille me présenter. Voilà comment je suis donc allé sur le terrain. Je me suis présenté et j'ai vu l'état qu'avait, n'est-ce pas, mon prédécesseur. Parce qu'il fallait que, n'est-ce pas, on essaye de revenir maintenant dans le contexte démocratique où on peut accepter, n'est-ce pas, les idées contraires, n'est-ce pas, et accepter la contradiction. C'est comme ça qu'avec l'appui de tout le monde, nous avons fait donc les élections, nous sommes allés aux élections. Et je vais vous dire que c'était une élection épique. C'était épique vraiment. En ce sens que tout le Cameroun avait déjà fini le renouvellement des bureaux des organes de base. Il ne restait que Marois. À Marois, on a fait 4 jours de plus de tractation en tractation. Parce que l'élection a été annulée? Non, pas annulée. Ceux qui étaient là ne voulaient pas que l'élection ait lieu. Ils ont corrompu les membres qui avaient été envoyés par le comité central. Ça, c'est à l'intérieur du RDPC. Oui, mais il faut le dire. Je crois qu'il ne faut pas... Si je ne vous dis pas ça, vous ne comprendrez pas. N'est-ce pas pourquoi j'ai dit qu'il y a eu des entourloupes. Donc, c'est comme ça que nous avons donc, finalement, à la dernière minute, j'ai appelé le comité central. À l'époque, c'était Joseph Charles Ndumba qui était secrétaire général. Je lui ai dit que moi, je suis venu avec l'autorisation du chef, du président national du parti, pour me présenter ici. Mais voilà qu'on est en train de faire des dilatoires. Comment je vais donc réagir? Dois-je rentrer sur Yaoundé? Ou bien il a dit non, je vais instruire qu'on tienne, n'est-ce pas, les élections. Et c'est comme ça qu'il a envoyé un téléx. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication. Il a envoyé un téléx qui est tombé chez le gouverneur. On ne me l'a pas donné. Jusqu'au lendemain, quand j'ai rappelé le secrétaire général, il m'a dit, tu n'as pas reçu? J'ai dit, non, ils n'ont pas donné. Il m'a donc envoyé ça. Il m'a dit, donne-moi un autre numéro de téléx que tu connais. J'ai donné le numéro de Musao Novotel à Marois. C'est là-bas qu'il a envoyé. J'ai pris la copie. Je suis venu au comité, à la permanence du parti, où nos militants avaient déjà dormi 2 nuits sans rentrer, parce que tous les gens du village environnant étaient venus pour voter pour moi. Donc, c'est comme ça que nous sommes allés aux élections contre le gré de tous ceux qui étaient là. Nous sommes quand même allés aux élections et, tenez-vous bien, j'ai gagné avec 94,5%. Pour vous dire que les gens avaient vraiment marre de l'ancien système. Donc, c'est comme ça qu'avec l'appui de tous ces gens-là, je leur ai dit que le tout n'est pas de gagner une élection à la section. Il faut travailler
Il faut que nous nous déportions sur le terrain, aller convaincre les gens que vraiment le RDPC est le parti qui est encore au pouvoir. Donc vous avez vraiment un ancrage avec la base du parti. Absolument. Je n'ai pas perdu l'ancrage jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis, moi, je ne suis pas président de section, mais je ne sais pas combien de présidents de section peuvent encore, n'est-ce pas, avoir la possibilité, n'est-ce pas, de parler à cet électorat et à cette base-là, qu'ils soient vraiment entendus. Je me dis que je ne me jette pas de fleurs, mais c'est la réalité que je suis en train de vous donner comme ça. Là, mais la scène politique dans l'extrême nord a révélé de nouveaux loups, hein, peut-être dans l'ombre. L'exemple, à l'instar de Manaouda Malachi, de Alamine Ousmane Mey et d'autres. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ces jeunes sont à même de porter valablement le flambeau du parti dans l'extrême nord? Je ne sais pas si c'est mon opinion personnelle que vous demandez. Oui, bien sûr. Oui, pas que je ne peux pas parler au nom de tous les autres, mais je dis que c'est des jeunes. Vous savez que quand vous venez avec des idées nouvelles, les gens sont prêts à vous écouter. Ils sont prêts, mais il faut aussi agir. Il ne faut pas seulement dire, il faut aussi agir. Quand vous agissez en conformité avec votre parole, je crois que c'est là où les gens vous prennent, n'est-ce pas, au sérieux. Donc, ce sont des jeunes, le ministre Manaouda, le ministre Alami sont des jeunes sur qui vraiment beaucoup d'espoir, n'est-ce pas, repose. Maintenant, quant à savoir, est-ce que c'est... Je ne sais pas. Moi, je dis mon opinion. Ils sont des bons militants. Ils sont des gens qui font, n'est-ce pas, du bien pour le parti. En tout cas, votre retrait, puisque vous êtes de moins en moins visible sur la scène, est-ce que votre retrait peut signifier que vous leur cédez la place? Non, je ne cède la place à personne. Parce que ce que j'ai comme amour à la base, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a donné. Je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a donné. J'ai mérité ça parce que c'est comme ça que je me suis comporté avec eux et ils m'ont jugé à la tâche. Que les autres aussi fassent autant pour mériter aussi dans leurs circonscriptions respectives cet amour que j'ai, n'est-ce pas, au niveau du Diamaré. Je peux vous dire aujourd'hui, l'amour que j'avais quand j'étais ministre est resté intact. Beaucoup même sont venus, n'est-ce pas, se joindre à moi pour dire que pourquoi on t'a laissé. J'ai dit non, mais j'ai déjà eu ma part. Il faut que les autres aussi viennent goûter, n'est-ce pas, au gâteau national. Là. Et donc, du coup, vous respectez l'idéologie ou la politique du parti qui veut qu'on ne cède pas de place. C'est ça? Non, qu'on ne cède pas de place. Non, ce n'est pas l'idéologie du parti. Est-ce qu'on cède la place dans le RDPC, monsieur Non, le ministre? vous m'avez dit que est-ce que c'est au niveau, disons, de l'amour que les populations ont pour moi. Pas pour la place. La place doit être cédée. Un jour ou l'autre, on ne peut pas rester indéterminé. Un jour, je vais te faire une confidence. Le président national, le président de la République, son Excellence Paul Biya, lors d'une audience qu'il m'a accordée, je vous l'ai dit ici, il m'a dit, je ne suis pas venu pour m'éterniser au pouvoir, mais je ne laisserai pas le pouvoir entre les mains des irresponsables. Et je crois que c'est normal, c'est ça. Si on est quelqu'un de réfléchi, c'est ça. On n'est pas... Il reste là parce qu'il n'a pas trouvé de responsable. Non, il va trouver. À qui céder le pouvoir? Il va trouver. Vous savez qu'il a grandi à l'ombre du président Ahidjo. Vous savez que c'est des gens qui sont secrets. C'est des gens qui ont, n'est-ce pas, vraiment une certaine retenue. Ils ne vous disent pas, ils ne vous montrent pas, n'est-ce pas, pour preuve. Quand Ahidjo allait démissionner, au Cameroun, tout le monde voyait Aïssim Vodo, Sengaku ou Samuel Lebois. Tout le monde croyait que si Ahidjo n'est plus là, c'est l'un d'entre eux qui allait prendre le pouvoir. Vous avez vu, quand il a sorti sa pirouette, il a choisi le président Paul Biya. Attendez-vous à ce que le président Paul Biya lui aussi vous fasse la surprise. Parce qu'il sait. Ça signifie quoi? Qu'il aurait déjà peut-être dans un coin de sa tête... Mais bien sûr, bien sûr. Il est responsable au niveau national. Il est père de famille. Mais il s'est dit, demain, si ce n'est pas son avenir à lui, il y a l'avenir de ses enfants.
Il ne peut pas, n'est-ce pas, comme ça, là, dire que non, ça va, tout le monde, quelqu'un va venir prendre le pouvoir de manière, n'est-ce pas, impromptue. Non. Il connaît. Dans sa tête, il a quand même un schéma, je me dis. C'est parce que ça, c'est les hommes politiques. Paul Biya est un fin politicien. Il ne peut pas vous dire aujourd'hui que je vais faire ceci. Non. Il vous surprendra seulement comme ça, là. Nous allons parler de la succession du président Paul Biya tout à l'heure. Mais alors, que vous inspire l'évocation de certains noms de leaders politiques dans l'extrême nord? Je vous dis par exemple Kawai Yeguie Djibril. Kawai Yeguie Djibril est un homme politique, un homme de terrain. Quelqu'un qui a été à l'Assemblée nationale depuis plus de 30 ans, voire même presque 40. Donc je peux dire, c'est une icône au niveau politique. C'est un aîné, pour moi, qui a vraiment su mériter la confiance, n'est-ce pas, de sa base, la confiance aussi, n'est-ce pas, du président national du parti. Puisqu'il est président de l'Assemblée depuis combien de mandats? Il a peut-être profité de sa superpuissance pour, à un certain moment, vous mettre les bâtons dans les roues. Je ne vous peux pas, moi je n'accepte pas qu'on fasse de tels dérapages. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale est resté président de l'Assemblée nationale. Moi, je suis, il est du Mayo Sava, je suis de Diamari. Donc je ne veux pas vraiment glisser. Je ne veux pas vous amener sur ce terrain glissant là où vous voulez m'amener. Leader politique dans l'extrême nord, tout de même. Leader, oui, c'est lui le leader. C'est lui le leader. C'est lui le président de la commission régionale pour la campagne du parti. Moi, je ne suis qu'un vice-président en tant que membre du bureau politique, l'un des vice-présidents. Donc, j'ai dit, il est le leader. On ne peut pas contester ça. Comme aujourd'hui, le président Paul Biya est président de la République. Est-ce que vous allez lui contester son poste de président de la République? Il l'est. Donc, c'est une évidence. Alors, si je vous disais Bello Bouba Maïgari, quel rôle peut-il jouer dans le développement de la grande région du Nord, du Septentrion? Si vous voulez vraiment mon opinion personnelle, je voudrais parler vraiment, avec votre permission, de mon bord politique. Parce que lui, il n'est pas de mon bord politique. Je ne peux pas dire qu'il peut faire ceci, qu'il peut faire cela. Ceux qui sont du RDPC, je peux dire parce que je les connais, je les côtoie au quotidien. Donc, quelqu'un de l'opposition, je ne sais pas comment il va se comporter. Parce que pour l'instant, il est dans l'opposition. Donc, quelqu'un qui est dans l'opposition, je ne peux pas me dire que s'il est... non, je me dis, dites-moi, demandez-moi... Alors, un fils du Mayo Sava comme Ibrahim Talba Mala. Oui, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de très bien. Ibrahim est quelqu'un de bien. Oui. Après, le président Kawai, c'est lui que nous, on voit dans les Mayo Sava. C'est ça. Je ne suis pas en train vraiment de trahir un secret, mais pour moi, c'est ça. C'est ça que je vois. D'accord. Oui. Ibrahim Talba Mala. Oui. Que pensez-vous d'un acteur de la vie publique camerounaise et nordiste comme Gibai Gatama? C'est un un influenceur, je peux dire. Un journaliste. Un journaliste, oui, influenceur aussi. Parce que quand il parle, quand il dit des choses, je lis aussi ses interventions, je vois. C'est quelqu'un qui est, disons, quand vous dites des leaders d'opinion, il est aussi leader d'une certaine opinion. Donc, je ne peux pas le lui contester. Et c'est vraiment tout à son... D'une opinion importante? Enfin, important, je ne sais pas, je n'ai pas de baromètre pour savoir quels sont les gens qui sont derrière lui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il exprime une opinion différente de celle que nous, on défend. Alors, monsieur le ministre, puisqu'il exprime une opinion différente, oui. Que pensez-vous de son mouvement 10 millions de nordistes promus justement par lui, Gibai Gatama? J'attends de voir ces 10 millions pour croire. Je suis Thomas, je suis Saint Thomas, qui ne croit pas sans avoir vu. Donc, si je ne vois pas ces 10 millions-là... Pour vous, pour le moment, c'est une vue de l'esprit? Enfin, je ne dis pas de vue de l'esprit, mais je dis que c'est quelque chose... Je ne dis pas que c'est un peu utopique, mais c'est un peu de... J'aimerais voir pour croire.
Parce que je ne vois pas les 10 millions là fédérés derrière quelqu'un dans le Grand Nord. Je vous le dis sincèrement. Vous ne croyez pas en ce mouvement? Je ne l'ai pas vu, ce mouvement. Ça a relié les départements. Quels sont les départements qui ont composé ces 10 millions? Moi, je ne sais pas. Quand vous me dites RDPC, je sais que RDPC est ici et là. Quand vous me dites UNDP, je connais que UNDPC est ici et là. Quand vous dites UPC, je peux dire MDR, je peux vous dire localiser le MDR. Mais ces mouvements-là, moi aussi je suis nordiste. Est-ce que je fais partie de ces 10 millions-là ou bien je suis à l'écart? Je ne sais pas. Alors, le promoteur de ce mouvement et d'autres élites du Grand Nord militent pour un retour du pouvoir suprême, le pouvoir suprême entendu, au nord du pays. Et c'est un combat noble de votre point de vue? Mon frère, je ne suis pas des gens à rêver les yeux ouverts. Le pouvoir a été au nord. Le président Ahidjo a été président de la République dans les circonstances qui ont été, n'est-ce pas, de son temps. Après ça, le président Biya est arrivé au pouvoir. Je ne vois pas vraiment de manière honnête et sincère comment réclamer que le pouvoir, n'est-ce pas, reparte au nord. Si le bon Dieu qui a voulu que le président Ahidjo et le président Biya soient présidents, si le même Dieu veut que maintenant ce soit quelqu'un du nord ou du centre ou du littoral, nous on ne sera là que pour apporter notre appui, notre soutien. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut absolument que le pouvoir reparte dans le Grand Nord, parce que ce n'était pas, disons, un contrat, n'est-ce pas, tacite, qui avait été conclu entre le Grand Nord et le Grand Sud. Et si vous avez un conseil, si vous aviez un conseil à donner à ces promoteurs de cette idée du retour du pouvoir au Grand Nord, que leur diriez-vous? Je disais que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pouvoir appartient à Dieu. Je vous dis, si vous partez de cette hypothèse, que c'est Dieu qui donne, je ne sais pas à qui Dieu va encore donner. La main de Dieu, là, s'est déjà posée sur quelqu'un. Après Biya, il y aura certainement quelqu'un. Absolument. Après M. le Président Paul Biya, il y aura quelqu'un. Et justement, parlant de l'après Biya, comment entrevoyez-vous la succession au Cameroun? Quel est le mode de succession que vous préconisez, vous? Le mode de succession que je préconise, c'est ce mode de succession par les urnes. Nous ne souhaitons pas que ce soit une succession, n'est-ce pas, avec les armes. Nous ne souhaitons pas les successions dans les désordres. Mais on voudrait que, n'est-ce pas, les candidats se portent candidats. Je vais dire les Camerounais se portent candidats. Après le président Paul Biya, ils vont se porter candidats. Ou bien à l'élection qui va arriver, ils vont se porter candidats. Si quelqu'un arrive à convaincre la majorité des Camerounais pour accéder au poste de président de la République, nous autres, nous ne devons que nous plier. Parce que ce sera la volonté de Dieu. Pour qu'à ce poste-là ne devient pas président de la République, qui veut. Je vous dis ça. Parce qu'il y a des gens qui rêvent. Et c'est très dangereux de laisser le pouvoir dans les mains de celui qui a cherché le pouvoir. Ça, c'est très dangereux, je vous dis. Oui. Celui qui a fait bec et ongle, qui cherche à être président, c'est dangereux. Le jour où il devient président, il faut que vous pliez bagage. Parce qu'il va s'attaquer à tout le monde. Oui, mais que répondez-vous à l'idée d'une succession dynastique à la tête du pays? De père à fils, par exemple. Le président de la République n'a pas vraiment montré qu'il veut une succession dynastique. Je crois que ce sont les gens qui lui prêtent cette intention. S'il voulait, n'est-ce pas, que son fils, en l'occurrence Franck Biya, disons-le honnêtement, s'il voulait que Franck Biya devienne président de la République, il aurait déjà positionné. Parce qu'il ne peut pas partir de rien pour être président de la République. Le président Biya a fait quel parcours pour être le président de la République? Quel poste il n'a pas occupé? C'est comme ça qu'on prépare quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui a fait les différentes étapes dans la vie, ça, il est prêt, n'est-ce pas, à devenir président de la République.
Et vous avez, c'est des autres, quand vous parlez de succession dynastique, vous avez vu au Togo, vous avez vu maintenant ce qui se fait en Guinée équatoriale. Ils ont préparé les enfants. Au Gabon, des ministres au Gabon. Bongo Voilà. a été ministre de la Défense. Donc on les prépare d'abord. On les prépare d'abord à être ministre, à être tel poste, tel autre poste, tant et si bien que le jour où maintenant on dit que c'est eux qui vont être président, tout le monde accepte. Vous disqualifiez Franck Biya? Je ne le disqualifie pas. C'est un Camerounais comme tous les autres, mais je dis qu'il ne l'a pas, le président n'a pas montré qu'il va faire de Franck son successeur. Il n'a pas montré ça. C'est ce que je peux vous dire et je l'affirme ici, de manière péremptoire. Il n'a pas dit que voilà, il n'a pas préparé Franck pour que Franck lui succède. Il n'a pas fait ça. Lui, il n'a pas fait. Voilà. Donc moi, j'ai dit, les gens peuvent le dire, chacun peut avoir son opinion, chacun peut avoir son idée. Mais lui, il n'a pas montré. Il avait montré, il aurait dit déjà mettre Franck comme, n'est-ce pas, à un poste quand même où Franck devait, n'est-ce pas, aussi gérer. Vous voyez que gérer un pays, ce n'est pas gérer, même gérer un foyer déjà c'est difficile. Gérer un pays, ça devient 1000 fois plus difficile que ça. Et est-ce que vous pensez, monsieur le ministre, qu'il est temps que Paul Biya passe la main? Je ne peux pas. Ça, c'est son. Comment dirais-je? C'est son corps intérieur qui va lui donner, n'est-ce pas, la possibilité de décider. De continuer ou de passer la main. Nous, on est là, nous sommes, vous savez que nous sommes les soldats. Et les soldats ne peuvent pas, n'est-ce pas, décider à la place, n'est-ce pas, de leur colonel, qui est le chef de troupe. C'est lui qui doit décider. Il estime qu'il est déjà suffisamment fatigué pour laisser, ou bien qu'il veut absolument se reposer. C'est à lui de décider. Mais nous, on ne peut pas dire que vraiment il faut qu'il passe la main à tel ou à tel. Non. Non, mais est-ce que son bilan à la tête du pays depuis 43 ans favorise une réélection à la prochaine présidentielle à la tête du pays? Est-ce que vous pensez que lorsque vous voyez la vie des Camerounais, comment les Camerounais vivent, une élection du président Paul Biya serait justifiée à la tête du pays? Pourquoi pas? Moi, je me dis que l'élection du président, vous savez que nous avons eu des cas où les gens ont dit que non, il faut vraiment... Parce qu'il ne faut pas, comme on dit chez nous, ne pas remplacer le mal par le pire. Il faut être très posé. Je pense que le président, dans son fort intérieur, moi, je ne peux pas vous dire ce que lui et moi, on s'est dit, mais je vous dis qu'il est conscient. Sincèrement, je vous le dis. Sans risque d'être démenti, je le dis à la télévision. Je ne dis pas ça sous cap. Ce que je dis là, il est conscient de ce que, après lui, il ne voudrait pas qu'il y ait, n'est-ce pas, le chaos. Après lui, il ne voudrait pas qu'il y ait le désordre. Donc, libre à lui maintenant de savoir comment faire pour que cet après Biya se passe dans le calme, la paix, et puis, n'est-ce pas, que le Cameroun continue de vivre. Il est également conscient que vous, ces ministres, l'avez trahi et n'implémentez pas sa vision sur le terrain de sorte que le peuple souffre de façon révoltante. Je n'ai pas, en ce qui me concerne, je crois avoir rempli honnêtement, loyalement et fidèlement ma mission en tant que ministre. J'en veux pour preuve aujourd'hui quand je suis dans la rue, je marche, je n'ai pas besoin d'un garde du corps, je n'ai pas besoin parce que la population sait ce que j'ai rendu comme service. Et je n'ai pas besoin vraiment de me cacher ou bien de... Chacun fait son travail. Moi, j'ai fait ma part. Il ne me revient pas à moi de juger les autres. Chacun fait son travail. Chacun doit être jugé, n'est-ce pas, au bilan de ce qu'il a produit comme, n'est-ce pas, travail pendant qu'il est en fonction. Oui, lorsque vous êtes ministre et vous regardez une posture du président de la République, votre patron, qui dit par exemple qu'il y a la corruption qui continue,
il y a des détournements de fonds publics. Comment vous sentez-vous le lendemain lorsque vous sortez dans la rue? Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas envie de rouler dans des vitres fumées pour échapper au regard? Merci beaucoup de me poser la question. Je crois que cette question s'adresse à ceux qui sont en train, n'est-ce pas, de se faire corrompre, à ceux qui sont en train de détourner les deniers publics. Je ne suis pas de ceux-là. Je peux vous le dire, et je le dis de manière péremptoire ici sur ce plateau. Je n'ai jamais, et au grand jamais, n'est-ce pas, accepté de me faire corrompre ou accepter de détourner les deniers publics. J'avais pour preuve, je suis passé à plusieurs postes dans des responsabilités. J'étais d'abord au poste de DAG au ministère des Finances, où j'ai géré plus de 800 milliards pendant 4 ans. Jamais vous n'avez entendu parler de mon nom comme celui qui est en train de, n'est-ce pas, qui a détourné ou qui a fait des malversations. J'ai été ministre de la fonction publique et également agi de la même manière. Parce que quand je suis arrivé, quand on m'a nommé, j'ai appelé mes collaborateurs. Quand j'étais DAG, j'ai appelé tous mes sous-directeurs, ils étaient 3, plus mon directeur adjoint. Je leur ai dit que je suis venu pour qu'ensemble nous passions des choses dans les droits chemins. Et pour ce faire, moi je ne peux pas me mettre à gérer les crédits, pour commander les BIC, pour assister les cahiers. Ce n'est pas de mon rôle. Nous avons une politique globale de la direction. Je suis le directeur. Les crédits qu'on a mis à votre disposition doivent vous permettre, vous, directeur et sous-directeur sectoriel, de travailler, n'est-ce pas, dans le sens d'atteinte des objectifs que nous allons nous fixer ici ensemble. Et c'est comme ça que chaque fois, on se retrouve périodiquement pour voir le programme d'activité que nous nous étions fixés. Est-ce que ce programme est en train de marcher? Dans quelle sous-direction il y a eu des couacs? Comment faire pour que nous puissions éviter, n'est-ce pas, ces écueils? Voilà le rôle que j'ai joué. À la fonction publique, j'en ai fait de même. Vous avez ici un de mes anciens directeurs, ici. C'est comme ça que j'ai géré. Donc je n'ai pas aujourd'hui à me cacher ou à faire. J'ai géré loyalement et je n'ai pas fait ni la corruption. Je crois que ça aussi, c'est un. J'ai été ministre de la fonction publique. J'ai géré le concours d'entrée à l'ENA. Est-ce qu'un jour vous avez entendu que le ministre Sali a eu, n'est-ce pas, 1 million ou 2 millions de quelqu'un pour que quelqu'un soit admis à l'ENA? Mais toujours est-il que, monsieur le ministre, vous avez laissé un souvenir, on va dire, pour le moins controversé dans les esprits, avec votre déclaration qui a fait beaucoup de vagues. Oui. Selon laquelle un agent public pouvait faire la commande publique, pouvait faire le marché public. Je vous repose la même question. Est-ce qu'un agent public doit faire les marchés publics? Je réponds de la même manière si c'était le même contexte. De la même manière. Je ne change pas. Je vous l'ai dit de manière aussi tout à fait ferme. Et à l'époque, les textes de la fonction publique permettaient, et je l'ai dit, au risque de ne pas être démenti, permettait aux fonctionnaires de faire les affaires, à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Délit d'initié. Oui, délit d'initié. Donc, vous ne pouvez pas être ministre de la fonction publique et vous octroyer les marchés soit à l'ENAM ou à l'ISMP ou, n'est-ce pas, à la fonction publique. Non. J'ai dit que, je l'ai dit parce que moi, je respecte les textes. Est-ce que ce n'est pas ce qui a favorisé l'envol de la corruption et des détournements à tout va? Non. Ce n'est pas ça qui a... L'envol de la corruption, c'est l'impunité. Je vous l'ai dit, l'impunité. C'est que s'il a fait, il a posé tel acte, voilà ce qu'il encourt comme sanction. Et si la sanction est effectivement appliquée, il ne peut pas faire, il ne peut pas refaire ça. Et j'ai dit qu'on a laissé pourrir, n'est-ce pas, on a laissé progresser l'impunité. C'est ça qui a été à l'origine de tous les dérapages que nous observons aujourd'hui. Parce que si on vous dit, vous avez fait ceci, le lendemain, on vous appelle, je vais vous raconter une petite anecdote qu'un ancien m'a vraiment raconté à Douala, du temps du président Aïdjo. Il dit qu'il est allé dans une société parapublique dont j'étais le nom, où il était PCA. Il est allé voir le DG pour lui dire que, monsieur le directeur général, vraiment, je n'ai pas eu, je suis coincé, je suis foiré. Il dit que, mais tu veux que je fasse quoi?
dit que non, vraiment, il faut essayer de m'aider. Il a dit, bon, je te fais un bon de 10 millions. Il a signé un ordre de paiement de 10 millions qui est passé devant le directeur de l'administration administratif et financier, qui se trouve être un ancien ministre aussi, qui était de renom, le ministre Garga Manaji. Et quelques temps après, le président Aïdjo a été informé de ce que le directeur là, le PCA allait prendre 10 millions de le directeur général. Le président Aïdjo l'a fait appeler. Il est venu à Yaoundé, lui a dit, qu'est-ce que tu as fait là-bas chez toi là? Il dit, l'argent que tu as pris là, ça répond à quoi? Ça correspond à quoi? C'est que l'argent qu'on t'a donné là. Il dit non, patron, il dit qu'il va remettre l'argent là. Vite. Il m'a dit que je suis parti dans la voiture là, j'ai dit au chauffeur, accélère. Mets les pieds sur l'accélérateur. Accélère autant que tu peux. Il faut qu'on arrive avant la clôture des bureaux. Et il est allé au port, il a demandé à un de ses frères, il a dit que j'ai pris l'argent là où j'ai travaillé, mais vraiment voilà que le président a demandé que je restitue cet argent. Aide-moi. Il a dit que tu as déjà pris combien pour les 20 millions? Il a dit j'ai gaspillé 4 millions et quelques. Il a dit donnez-lui 5 millions. Il a appelé son directeur financier, il dit donne-lui 5 millions. Il a donné, il dit va remettre. Il est allé remettre cet argent. Il a dit à chauffeur, ne pars pas, ne rentre pas. Je vais te payer 2 fois tes frais d'émission. Et je te donne aussi l'argent pour l'hôtel. Pars sur Yaoundé. Va remettre ces bons-là, ces versements, cette copie de versements au garde-corps du président Aïdjo, pour que le président sache que j'ai effectivement payé. Je dis c'est ça, mon frère. Si vous n'avez pas la sanction qui pèse sur vous, les gens peuvent faire n'importe quoi. L'impunité. Oui, l'impunité, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Quand vous savez que je peux voler ou ne pas voler, rien ne m'arrivera. Mais vous volez. Où est le problème? Mais qu'est-ce qui favorise l'impunité dans un système comme celui qu'on a actuellement? Peut-être un peu le laisser aller. Je pense. Oui, mais qu'est-ce qui favorise le laisser aller, monsieur le ministre? Je vous repose la même question. Qu'est-ce qui pousse les gens à un laisser aller? Je dis, moi, je ne trouve pas la solution. Mais je dis que si la faute est suivie de sanctions, je vous jure que les gens vont réfléchir par 10 fois avant de commettre, n'est-ce pas, cette faute. Alors, Sali Diarou, oui. Certains radicaux estiment que les blessures de 1984, vous comprenez à quoi je fais allusion, restent impardonnables. La soif de vengeance habite-t-elle certains fils du Grand Nord? Ce serait vraiment... Je ne peux pas savoir ce que pensent les autres. Mais moi, à mon humble avis, les gens du Grand Nord étaient ceux qui ont provoqué ces problèmes de push du 4 novembre. Du 6 avril. Du 6 avril, pardon. Donc, ils vont en vouloir. S'ils n'avaient pas provoqué les push, il n'aurait pas eu de répression. On a réprimé parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, un soulèvement. Donc, je me dis que moi, je ne suis pas d'avis qu'on dise que c'est arrivé, chacun portait sa croix, comme vous avez l'habitude de dire. Ceux qui ont fait le coup, ils ont, n'est-ce pas, tenté quelque chose qu'ils n'ont pas réussi. La conséquence de ça, c'est, n'est-ce pas, ce qui leur est arrivé. C'est ça. Je ne peux pas vraiment blâmer pour dire que je garde ça. Non, je ne garde rien sur le cœur. Pas de rancune? Non, pas de rancune, vraiment. Alors, quel regard vous avez sur la politique de l'équilibre régional dans les recrutements à la fonction publique? Hier, aujourd'hui comme demain, je reste constant. Ce pays a besoin de ça pour l'instant. Je vous dis, de l'équilibre régional, oui, ça veut dire que l'équilibre régional ne veut pas dire que, n'est-ce pas, on va donner plus aux siens et moins aux autres. C'est ce que le président Aïdjo avait fait. Le président Paul Biya est venu, il a, n'est-ce pas, fait la même chose. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai eu ce problème. Les gens ont écrit, j'ai dit, je ne peux pas. Alors, l'on vous a accusé de favoriser les fils du Grand Nord lorsque vous étiez ministre de la fonction publique. Tout à fait. Pour le concours d'entrée à l'ENAM, ils l'ont dit, mais c'est à tort. Parce que moi, j'applique les textes. Je vous dis que je suis très légaliste.
Les textes qui sont là, moi je les applique. S'il était encore possible aujourd'hui qu'on me donne les mêmes postes, je ferais la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret qui régit les concours administratifs, signé par le président de la République. Le président n'a pas fermé les yeux quand il signait, il a lu le décret. Il sait ce que ça veut dire. Parce qu'il veut que tous les fils de toutes les régions soient représentés dans l'administration. C'était ça. Bon, si aujourd'hui les gens estiment que ce n'est plus, n'est-ce pas, d'actualité, qu'on signe un autre décret et qu'on donne au ministre en charge, n'est-ce pas, d'organiser les concours, ce nouveau décret-là qui dit qu'on peut prendre les gens comme on veut ou bien selon les mérites. Il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y a une réglementation, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand il y a une réglementation, moi je me dis, je dois l'appliquer. Il faut appliquer, sinon vraiment, si on fait, chacun en fait à sa tête, où est-ce que nous allons nous retrouver? Est-ce que vous ne pensez pas comme les autres, comme beaucoup de fils du Grand Nord, que le Grand Nord est marginalisé et relégué à des rôles marginalisé, je ne dirais pas marginalisé. Mais je vais dire que le problème d'équité, si c'est ça que vous dites, je peux vous dire que je suis aussi d'accord avec vous parce que quand on a dit que nous faisons maintenant la politique d'équilibre, qu'est-ce qui a donné au Cameroun cette stabilité-là que nous avons jusqu'à aujourd'hui? Les gens ne vont pas très loin. Vous pensez que les autres qui nous entourent là, quand ils ont des problèmes, quand ils sont vraiment dans l'instabilité là, voilà autant de choses qui peuvent amener les gens à se révolter. Si moi je suis au pouvoir et je fais en sorte que tous les miens vont donc accéder à des postes de responsabilité ou bien à des postes, n'est-ce pas, dans la fonction publique, qu'on les recrute massivement dans la fonction publique au détriment des autres, c'est ça qui commence la frustration. C'est de là qu'on commence la frustration. Et quand la frustration commence, je dis que c'est difficile de pouvoir, n'est-ce pas, maîtriser ça. Donc le Cameroun a été sage. Jusqu'à présent, c'est ça que on nous a appris. Nous sommes en train de... Parce que j'ai entendu sur les plateaux de télévision, ça et là, dire que non, c'est le mérite. Ok, mérite, allons-y. Je ne sais pas qui est plus méritant que qui. Est-ce que dans certaines régions, il n'y a pas de gens intelligents? Il y a une seule région qui a des gens intelligents? Non. Dans tout le Cameroun, j'ai dit qu'un jour, j'ai eu quelqu'un de l'extrême nord qui était sorti major au concours de l'entrée à l'ENA. Donc si je dis, même si on ne faisait pas, n'est-ce pas, les problèmes, l'équilibre régional, il aurait, n'est-ce pas, été admis. Donc mais je ne sais pas combien il serait, n'est-ce pas, dans sa position-là, combien allait être admis ces jours-là. Mais pour l'instant, c'est ça qui a fait que le Cameroun soit un exemple. Moi, j'étais à une réunion, à une conférence des ministres de la fonction publique d'Afrique au Bénin. Quand j'ai fait un exposé sur notre politique de recrutement dans la fonction publique, je vous jure, je le dis sur l'honneur, 4 ministres sont partis de leur pays pour venir ici, après mon exposé, pour venir voir comment nous on fait pour recruter dans la fonction publique, pour qu'il n'y ait pas vraiment de grincement dedans. Parce que dès les premières heures des indépendances, le président Ahidjo avait perçu ça. Il avait été très bien conseillé. Le président Paul Biya est venu, il a emboîté le pas au président Ahidjo. La seule chose qu'il a faite, qui a été un peu, qui a modifié les choses, c'est qu'on avait 30% pour le Grand Nord, quand il y a eu éclatement, n'est-ce pas? Et puis aussi 25% pour le Sud, centre-sud. Quand on a éclaté les régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. C'est-à-dire c'était l'ancienne région du nord qui est donc devenue 3 régions. Absolument. Et la région du centre-sud est devenue 2 régions. Le centre et le sud. Donc à l'extrême nord, on a donné 18%. Au nord, on a donné 7% au concours et 5% dans la Damawa. Voilà les 30%, n'est-ce pas, répartis dans les 3 régions qui viennent d'être créées. Et le centre et le sud. Ici, on a pris le centre qui on a donné 18% et les 7% on a donné au sud. Donc vous voyez, c'est ça, cette politique qui a aidé les Camerounais à vivre maintenant dans la paix. La stabilité. Dans la stabilité. Le Cameroun est-il en paix, vraiment? Oui, le Cameroun est en paix. Mais c'est dans les zones
où il y a eu l'instabilité, ce n'est pas à cause, n'est-ce pas, de cette politique. C'est pour d'autres raisons. Et lorsque vous voyez la condition de vie du nordiste, du grand nordiste, monsieur le ministre, vous partez de Ngaoundéré pour Garoua et de Garoua pour Maroua. Est-ce que vous avez l'impression que le Camerounais de Djigidiche, par exemple, de Guider, se sent Camerounais autant que vous qui partez de Yaoundé en avion pour Maroua, pour votre Maroua natale? Ils se sentent vraiment Camerounais. Ils se sentent Camerounais. Je veux vous le dire, ils se sentent Camerounais. Les conditions de vie ne peuvent pas faire que, n'est-ce pas, quelqu'un, n'est-ce pas, renie sa nationalité. Ils savent que c'est difficile. S'ils disent qu'ils sont mal en point, qu'ils descendent ici au Tchad pour voir comment les gens vivent là-bas. Ils descendent ici en Centrafrique, qui sont aussi des pays de l'Afrique centrale. Est-ce que ce n'est pas l'échec de vous, élite politique de cette partie du pays? Qu'est-ce que l'élite pouvait faire pour endiguer la pauvreté, par exemple? Si vous parlez de pauvreté, quel est le rôle que l'élite pouvait jouer pour faire en sorte que du jour au lendemain, tout le monde soit, n'est-ce pas, à l'aise? C'est dans une société, mon frère, aucune société. Dans aucune société, les gens ne peuvent se dire que tout le monde est à l'aise. Même aux États-Unis. Moi, j'étais à Washington. Allez à la 14e rue. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Des gens qui dorment devant leurs maisons comme ça, dans la rue, et qui n'arrivent même pas à manger. Ils sont pourtant aux États-Unis les pays les plus développés du monde. C'est ça le problème. Les problèmes existent, mais ils ne peuvent pas nous faire, n'est-ce pas, renier notre nationalité. D'accord. Monsieur le ministre, il est 22h. Nous allons marquer une petite pause et accueillir Florent Barga qui viendra nous relayer quelques réactions des téléspectateurs puisque le numéro qui est affiché à l'antenne permet qu'ils réagissent et donc nous allons l'accueillir dans quelques secondes. D'accord. Bien, retour sur le plateau d'entretien exclusif. Nous recevons ce soir Sali Daïrou, ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ancien député à l'Assemblée nationale. Nous avons marqué donc une petite pause pour recevoir Florent Barga qui va nous dire ce que pensent les téléspectateurs et les différentes questions que posent les téléspectateurs. Flora, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, Bonnie, bonsoir, monsieur Sali Daïrou. Bonsoir, madame Flora. Monsieur Daïrou, plusieurs messages. Tout à fait. Donc, si vous étiez vraiment clair, vous étiez droit dans votre fonction, les messages. Je réponds Oui, bien sûr. Bon, je ne pense pas que le président de la République a perdu, n'est-ce pas, de l'estime pour moi. Vous savez, madame, nous sommes dans, n'est-ce pas, un pays où tout le monde aspire à être, n'est-ce pas, à monter dans l'échelle sociale. J'ai déjà été ministre pendant 8 ans. J'ai été directeur de cabinet pendant 1 an et demi, avec rang de ministre toujours. Donc, avec 9 ans et demi, le ministre est assimilé. Je ne crois pas que le président ne peut pas, n'est-ce pas, je ne suis pas de ceux qui pensent que je suis venu là pour être ministre éternellement.
Donc s'il m'a remercié, ça ne veut pas dire qu'il a perdu de l'estime pour moi. Pour preuve, je suis encore membre du bureau politique. Quand il y a des décisions de très haute importance dans ce pays, nous sommes les rares à qui, n'est-ce pas, sur qui, n'est-ce pas, échoue, n'est-ce pas, la responsabilité de donner un conseil ou bien une observation, un avis au président de la République et au chef du président national du parti. D'accord. On a un autre message de M. Daïrou. Bonsoir, Excellence, Monsieur le ministre. Quelles sont les causes de vos échecs lors de la dernière élection du renouvellement des organes de base du RDPC à Maroua Troisième? Merci beaucoup. Vraiment, je suis très content que vous me posiez cette question. J'avais voulu éviter ça ici. Mais quand on me la pose directement, je vous réponds aussi sèchement. Madame, je n'ai pas échoué à l'élection de renouvellement du bureau des organes de base en tant que président de secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un complot ourdi à partir de Yaoundé. Je vous l'ai dit, moi on va me tuer pour mon franc-parler, mais je vous dis comme ça. Il y a eu donc les gens qu'on a envoyés sur le terrain pour aller superviser les élections de renouvellement du bureau des organes de base. Ils se sont entendus. Ils avaient eu une mission secrète de faire en sorte que je ne sois pas plus président de secteur. Je suis allé, les miens m'ont dit que non, vraiment, on sent qu'il y a un... J'ai dit, allons-y, on va sur le terrain, je ne perds de rien. J'ai confiance en ma base. Et ils me l'ont prouvé. On a fait l'élection. Le premier tour, j'ai gagné avec 54%, malgré que on ait éliminé 8 sous-sections dans mon village. Un canton, je suis dans un canton de plus de 40 000 âmes, 70 000, pardon, âmes, et on a éliminé 8 sous-sections parce qu'ils savaient que là-bas, j'allais être très bien élu. Ils pensaient qu'en éliminant ces 8 sous-sections, j'allais être battu. Mal leur en a pris, j'ai été élu avec 54%. Et tous les membres, tous les autres concurrents sont venus me féliciter. On a signé le PV, on a fait la fête. 3 jours plus tard, on nous a rappelé pour dire qu'on a reçu de Yaoundé les instructions de reprendre les élections dans Maroua 3e. Je vous le dis comme ça, parce que tout le monde est en train de nous voir et nous écouter. J'ai dit, ok, mais les gens de mon équipe ont dit non, on ne reprend plus, nous on ne veut plus. J'ai dit, allons, est-ce qu'on ne va pas fuir le combat? Ce sont les mêmes électeurs qui vont encore voter pour nous. Et encore que là où ils avaient dit qu'il y a eu des ratures passées dans les sous-sections qu'ils ont éliminées, nous allons mettre des gens, n'est-ce pas, des docteurs et des licenciés qui vont remplir maintenant les PV pour qu'on ne leur donne pas l'occasion, une fois de plus, de dire qu'on a éliminé certaines sous-sections chez nous. Voilà pourquoi nous sommes donc repartis. Après 4 jours, nous sommes repartis encore aux élections. Et cette fois-là, je vous dis, tenez-vous bien, j'ai gagné avec 72%. Ils n'ont pas pu vraiment avoir le courage de venir devant le monde et dire que vous avez gagné avec tel pourcentage. Ils nous ont dit que non, on ne va pas publier les résultats. Maintenant, il se fait tard, ce sera demain à 11h. Ok, nous sommes rentrés. Et à 7h du matin, il m'appelle, on m'a dit que, oh, vous voyez, le monsieur qu'on a envoyé dans du comité central me dit, oh, vous voyez, les autres là ont gagné. J'ai dit, avec quel pourcentage? Il dit qu'il ne sait pas. Il ne sait pas quel pourcentage, avec quel pourcentage ils m'ont battu. J'ai dit, ok, si c'est comme ça vraiment, je crois que ça commence à tourner au vinaigre. Laissons tomber tout ça. Laissez la section à ceux à qui ils veulent donner la section là, qu'ils prennent la section. Ils les ont installés. Ils sont allés dans les villages pour dire merci. Les gens les ont caillassés. Ils ont caillassé leur véhicule. Ils ont dit, nous, on ne vous a pas élus. Ne venez pas nous dire merci. Voilà la situation. Moi, je suis, en tant que militant convaincu, en tant que responsable au haut niveau du parti, je ne pouvais pas accepter, n'est-ce pas, que le parti en prenne un coup. J'ai dit non, laissez tomber. Suivez le nouveau président de section. Allons-y, on va voir son bilan. C'est comme ça que je n'ai pas été donc battu. J'ai dit que je me suis retiré avec 72%, je l'ai dit ici.
Les PV, j'ai encore les copies des PV de cette élection qu'on avait reprise. J'ai encore les copies, les doubles de ces copies. Donc, je n'ai pas été battu. J'ai dit que pour le bien du parti, il ne faut pas qu'il y ait des tiraillements. On dit chez les PEL, quand c'est deux personnes qui peuvent casser une calebasse. Si on a une calebasse, vous tirez, moi je lâche, c'est fini. Allez avec votre calebasse. Donc je leur ai laissé la calebasse. Voilà. D'accord, monsieur Daïrou. Vous avez été grand ministre, membre de l'hémicycle, mais votre champion n'aurait reconnu votre dynamisme. Est-ce une sanction ou un repos mérité? Pour moi, je dois dire que c'est vraiment la volonté de Dieu. Je suis croyant. Il avait été prévu que je sois, n'est-ce pas, ministre pour une durée. J'ai rempli n'est-ce pas, ce contrat. Il était de bons tons que j'ai descendu. Je suis descendu. Et c'est des réserves. Ouais, tout à fait. Je crois que vous avez trouvé le mot. Ça ne veut pas dire que je suis déjà fini. Je ne suis pas fini, madame. Mais je restais là. Le moment venu, quand on va me demander, va aider ici, je vais aider. Moi, je suis là. Le parti, c'est mon. J'ai le parti dans mon cœur. J'ai le parti dans mon sang. Et tout le monde le sait. Quand vous m'avez vu être, n'est-ce pas, nommé au bureau politique, c'est à cause, n'est-ce pas, au regard des résultats que j'ai fait sur le terrain. Et c'est ça. C'est pour ça que j'ai été là. Donc moi, j'aime le RDPC. Je ne peux pas avoir... Le poste, c'est quelque chose d'éphémère. Ce que je peux me targuer d'avoir eu, c'est mon diplôme que j'ai eu quand je suis sorti administrateur civil. On va poursuivre, voilà. Monsieur Daïrou. Bonsoir, ouais. Monsieur le ministre. Quelle est votre position en ce qui concerne Monsieur Adamou Sidiki, Monsieur Amidou Sadou et Aboubakar Likibi, ceux qui gèrent la section RDPC Marois 3e? Ma position, moi, j'ai dit qu'on va juger les maçons au pied du mur. Ils sont en train de faire le travail. C'est à eux que nous avons laissé la section. Quand je vous ai dit qu'on a voulu à tout prix installer certaines, j'ai laissé. Pas qu'ils m'ont battu, non, je l'ai dit encore ici sur le plateau. Je n'ai pas été battu. J'ai laissé parce que je veux que le parti ne souffre pas de nos querelles intestines. J'ai laissé. Et quand il y a, n'est-ce pas, des manifestations, tous mes militants qui m'avaient apporté leur soutien continuent à les aider. Mais je ne sais pas comment ils vont gérer la section. Ça, ce n'est pas à moi d'aller leur dire. On va attendre le moment où on va faire le bilan. À l'aube, n'est-ce pas, des renouvellements des bureaux des organes de base. Chacun viendra donc avec son résultat et on verra. Bonsoir, Monsieur le ministre. Juste vous dire d'être toujours heureux et que les jeunes de l'extrême nord, surtout ceux du Diamaré, sont contents de vous. D'ailleurs, personne ne peut vous valoir à l'extrême nord. Que Dieu vous garde pour un avenir meilleur. Oh, merci beaucoup à celui-là. Je crois qu'ils ne sont pas très nombreux qui peuvent dire ça ouvertement, mais je sais que beaucoup, je vous dis, c'est ça que j'ai ressentiment. Parce que quand je me promène, je vous ai dit ici, même à Yaoundé, quand vous me voyez me promener, je n'ai jamais vu, n'est-ce pas, avoir quelqu'un pour me garder. Non, je dis, parce que moi, j'ai rendu service à mon âme et conscience. J'ai aidé tant que j'ai pu. Et je continuerai de le faire. Je n'ai pas vraiment d'état d'âme. Et quand il dit que, j'ai dit que je le remercie pour avoir reconnu cela. Mais c'est comme ça que ma vie. Moi, je vis comme ça. Je ne suis pas le genre à chercher, n'est-ce pas, comment on dit, je ne suis pas quelqu'un qui fait le gros dos. Je suis comme ça. Je suis né comme ça. Je suis simple. C'est comme ça que je suis. Et je crois que c'est ma manière à moi de vivre. Motion de soutien, nous souhaitons ton retour aux affaires par la grâce de Allah, le Tout-Puissant. Que le Dieu l'entende. Bonsoir, bonsoir singulièrement au ministre et père Sali Daïrou. Le seul élite, même en retrait des choses politiques, reste et demeure le plus aimé et respecté dans le Diamaré, vu son amour. Amen. On a ce dernier message. Nous, on pleure le départ de Sali Daïrou au gouvernement. Je prie Dieu qu'il revienne. Que leurs cris soient entendus dans les oreilles du président de la République. Voilà, c'était tout pour cette première partie. Merci Florent Barga.
Merci pour votre passage. Peut-être que vous reviendrez à la fin de cette émission. Monsieur le ministre, il nous reste très peu de temps. On va parler un peu de l'opposition. Mais avant, terminons avec le RDPC. Les téléspectateurs nous ont un tout petit peu dévancé en parlant de la vie dans le RDPC. C'est parti dont vous êtes membre du bureau politique. Est-ce qu'il y a véritablement la démocratie dans le RDPC? Vous venez de nous dire que vous avez tenu une élection une élection interne dans les opérations de renouvellement des organes de base. Que vous avez gagné, vous avez été obligé de céder la place parce que des instructions seraient venues de Yaoundé. Absolument. Est-ce qu'il y a vraiment la démocratie dans ce parti? Bon, il y a la démocratie. Y a-t-il la corruption dans le RDPC? Il y a la démocratie au sein du RDPC, je l'ai dit et je le réaffirme. Mais quand, vous savez, je vous disais tout à l'heure, dans la politique, il y a des coups bas. Ces coups bas-là se manifestent de différentes manières. J'ai oublié de vous dire que lors de la reprise des élections à Maroua, à la section de Maroua 3e, quand on a l'envoyé du parti, qui était donc le coordonnateur départemental du parti, a pactisé avec le parti de l'opposition. A pactisé? Oui, avec le FNNC de Issa Chiroma, pour que tous nos présidents de bureau de vote du RDPC soient remplacés, n'est-ce pas, par les militants du FSNC. Je l'ai dit, je l'ai réaffirmé et je suis prêt à signer s'il y avait un papier devant moi pour dire que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. C'est ce qu'ils ont fait. Carrément. Carrément, ils ont amené les gens du FSNC. Je vous jure, les gens du FSNC. Parce que quand je suis allé dans le bureau de vote, moi, je ne suis pas les gens qui restaient à la maison. Quand on vote, je pars voir, n'est-ce pas, comment ça se passe. Et j'ai vu des figures. J'ai demandé à ces gens, vous êtes de quel parti? Ils ont dit non, nous on n'a pas de parti. On nous a amenés ici. J'ai dit, vous n'avez pas de parti, vous venez superviser les élections de renouvellement au niveau des RDPC. Ils ont dit non, on n'a pas de parti. J'ai dit, j'ai demandé à nos gens de bien les surveiller alors. On les a surveillés jusqu'à la fin parce que dans la nuit, je vais vous dire quelque chose aussi, ça, merci de me relancer parce que ça me permet de vous donner vraiment, je vais percer l'abcès. Je vais crever l'abcès parce que dans la nuit, le monsieur qui était envoyé par le RDPC a donc pactisé avec les gens du président Salmana. Ils sont donc allés dans le bureau d'un militant du RDPC de surcroît maire. Parce qu'il voulait à tout prix que moi je ne sois plus président de section pour la bonne et simple raison que je suis ami de quelqu'un qui sont en train de combattre. Donc je ne dis pas... On ne peut pas avoir le nom. On s'arrête là, s'il vous plaît. Donc, je dis, ils sont donc allés dans la nuit, ils ont fait les PV, signé des PV de toutes 40, on a 73 sous-sections. 45 sous-sections, là, ils ont fait des PV dans la nuit. Ils ont donné à ces gens-là qui étaient partis être donc président du bureau de vote. Et quand j'ai demandé à nos gens de les surveiller, effectivement, à la fin du vote, je leur ai dit, regardez, jusqu'au moment où on va remplir les PV. Et vous allez signer, et vous prenez une copie, vous m'amenez. Quand ils ont signé là, ils ont vu que les messieurs, quand on les attendait là-bas, à notre QG, pour la centralisation des bulletins, des bureaux de bulletins, des PV, et on l'a attrapé 3 d'entre eux avec des PV remplis dans les caleçons. Quand on les a attrapés, je vous dis, c'est des choses qui sont vécues. C'est-à-dire le RDPC contre le RDPC. Oui, le RDPC contre le RDPC. Je l'ai dit de manière vraiment tout à fait ouverte. Je ne suis pas en train de cacher quelque chose. Et ça, c'est ceux qui sont là actuellement au bureau de la section, ils m'entendent et ils me voient maintenant à la télé, qu'ils disent que ce n'est pas ça. Qu'ils vous envoient aussi les messages tout à l'heure là pour dire que non, ça allait à mentir. Je dis c'est ça qui s'est passé à Maroua. Et moi, en tant que militant convaincant et convaincu du RDPC, j'ai dit laissez tout ça. Ça passe. Vous étiez devenu autant indésirable dans le Diamaré? Non, pas indésirable pour certains. Pour certains, oui. Mais le Diamaré, aujourd'hui, je peux encore aller dans le Diamaré, je peux vous faire encore du 80%. Mais ça venait de Yaoundé, ces recommandations? Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, vous ne m'entraînez pas sur le terrain où je ne vais pas vraiment aller en profondeur. Vous avez compris qu'il y a des adversités qui sont venues de Yaoundé et que c'est ces adversités-là qui se sont manifestées sur le terrain.
je passe outre ça. Non, mais comment fonctionne le RDPC? La dernière fois que vous avez été à une réunion du bureau politique, c'était quand? Mais il y a de cela, quand il fallait, n'est-ce pas, proroger les mandats de nos membres du conseil, du comité central et du bureau politique, et puis le mandat du président national du parti. Une éternité. Pas une éternité, c'est trop dire une éternité. Ça date de longtemps quand même, mais on est encore dans les respects des normes. Mais comment ça fonctionne alors dans ce cas? Un parti qui ne tient presque pas de réunion, pas de congrès, pas de bureau politique. Je ne sais pas si... non, nous sommes consultés à domicile de temps en temps. Ça, là, je peux vous le dire. On nous consulte à domicile. Oui, ça c'est une autre manière aussi de... N'est-ce pas, si on n'a pas, par exemple, pendant le Covid, beaucoup de temps, on nous a consultés à domicile. On envoie n'est-ce pas, quelqu'un du comité central, un responsable, venir nous dire, voilà, tel problème, quelle est votre position? Nous, on donne notre position. Ils centralisent tout ça. Ils vont remettre au président national. Oui, c'est ça. Non, on a continué de fonctionner. On ne s'est pas arrêté pour autant. Alors, Salih Darou, disons un petit mot sur l'opposition camerounaise. Qu'est-ce que vous pensez du rôle que joue l'opposition maintenant dans le giron de la vie démocratique camerounaise? L'opposition a joué un rôle très important et continue de jouer d'ailleurs ce rôle. Parce que quand vous êtes seul et que vous faites des choses sans qu'il y ait un contradicteur quelque part, vous pouvez être amené à croire que ce que vous faites ça comme si vous étiez le bon Dieu. C'est bon que l'opposition soit là, de temps en temps, pour nous, n'est-ce pas, remettre sur le bon rail, pour dire que non, ici vous êtes en train de déraper, là-bas vous avez fait ceci. C'est bon, c'est ça le rôle de l'opposition. Malheureusement, cette opposition n'est pas suffisamment, n'est-ce pas, étoffée. Ils ne sont pas suffisamment représentés pour faire le contrepoids, n'est-ce pas, du RDPC. Elle n'est pas bien étoffée. Pas bien étoffée. Est-ce qu'elle est responsable? Non, responsable, je dis que oui, parce qu'il n'y a plus de casse. C'est ça qui est l'irresponsabilité chez nous. Mais il n'y a plus de casse. Ils ne cassent plus. Mais ils nous appellent toujours que ce que vous faites ici n'est pas bon. Ça, c'est bon, c'est le rôle de l'opposition. Mais je dis, ils ne sont pas suffisamment nombreux, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, pour faire basculer, n'est-ce pas, la décision de leur côté. Donc c'est ça que nous devons vraiment retenir. Mais sinon, l'opposition est utile dans un système démocratique. Parce que si vous êtes seul, vous croyez que tout ce que vous faites est bien, alors que vous êtes en train de mal faire. Mais si l'opposition est là, de temps en temps, on tire quand même les cordes derrière pour vous dire que non, attention, ici, là, vous êtes en train de déraper. Oui, et cette opposition qui contrôle pratiquement la ville de Maroua aujourd'hui, la mairie de Maroua 1er, je crois, c'est le front du... Maroua 2. Maroua 2. C'est le Front pour le Salut de Issa Chiroma Bakari, et même qui contrôle pratiquement Maroua 1er. Qu'est-ce que vous inspire cette présence? Ou c'est les cultes du RDPC? Maroua 1er est à majorité RDPC, majorité relative. Maroua 2e est à majorité relative FSNC. Maroua 3e, ma commune, est à majorité RDP. Donc, je veux dire que ce sont ça mérite, n'est-ce pas, d'être considéré comme tel, parce que moi, je crois que l'opposition doit être là quelque part pour vraiment nous dire, attention, vous êtes en train d'aller très loin, de revenir sur le bon chemin. Ça, c'est bon qu'il y ait de l'opposition à notre procès. Et quel leader de l'opposition vous impressionne par sa façon de faire pour le moment? Bon, sa façon de faire, je me dis que on a beaucoup de leaders d'opposition. Par exemple, le jeune Cabral Libi, que j'ai côtoyé à l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un de très réfléchi. C'est quelqu'un qui a de très bonnes idées. Donc, quelqu'un comme, disons, l'UNDP, chez nous, l'UNDP était, n'est-ce pas, le parti à majorité écrasante. Aujourd'hui, que c'est le renversement de la tendance par les RDPC, ils sont quand même restés, n'est-ce pas, aussi dans les rangs. Ils n'ont pas débordé, ils ne sont pas allés tasser, ils ont compris. Donc je me dis que voilà ce que moi je retiens de ces deux partis-là. Mais si vous parlez de leader de parti, je dis que Cabral, lui c'est quelqu'un que j'ai
vraiment apprécié en tant que, n'est-ce pas, en tant que personne, en tant que député, en tant que leader de parti. Parce que chaque fois qu'il intervient, il dit des choses vraiment très bien sensées. Lors de l'élection présidentielle de 2018, c'est le leader du MRC, Maurice Kamto, qui est arrivé, le professeur Kamto, en deuxième position. Que dites-vous de sa façon de faire la politique, la démocratie? Sa manière à lui de faire. Je suis du RDPC et m'interdit de donner des leçons aux partis d'opposition. Il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que vraiment ça ne déborde pas. N'est-ce pas lui le véritable leader de l'opposition camerounaise? Je ne peux pas dire comme cela. Moi, je ne peux pas le dire. Vraiment. Je ne peux pas dire qu'il est bon. Si on s'en tient au résultat de la présidentielle, mais dans les municipales et les la représentativité à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. Donc, dans les communes. Voilà, je dis que si on peut peser le poids d'un parti politique dans sa représentativité avec ses élus. Le MRC, je n'ai pas vu ses élus. C'était une élection présidentielle. Ici, avec une élection présidentielle, même certains gars qui sont du RDPC, qui ne sont pas contents, peuvent voter pour l'opposition, juste pour nous sanctionner. Mais est-ce que c'est pour autant que ces partis-là est déjà vraiment assez suffisamment implantés sur le territoire national? Je dis non. Monsieur le ministre, nous allons sortir bientôt. Je vous l'ai dit en début d'émission, vous êtes membre du comité éthique du Comité national olympique et sportif du Cameroun. C'est un organe très prestigieux, très restreint du mouvement sportif et olympique du Cameroun. Mais est-ce que vous comprenez que certaines décisions de cet organe défient les arrêts de la justice camerounaise, par exemple? Je crois que vous parlez ici de certaines fédérations. Il y a eu la FECA Judo, il y a eu les Parlons du cas le plus emblématique, la Fédération camerounaise de volleyball qui a des décisions de justice jusqu'à la Cour suprême. Monsieur le ministre, mais qui sont balayées d'un revers de main par le CNO. Oui, je me dis que tôt ou tard, la justice va prévaloir. Vous savez que le volleyball aujourd'hui au Cameroun, je suis membre du comité national olympique. Les décisions que nous avons été amenés à prendre l'ont parfois été vraiment de manière très... Nous avons eu de la peine de voir réconcilier les positions des uns et des autres. Parce que la Fédération camerounaise de volley, comme vous dites, il y a à la tête Serge Abouem, qui était là, qui a gagné 3 coupes d'Afrique au volleyball. Après ça, il y a eu une élection qui n'a pas respecté les règles de l'art. Laquelle élection? L'élection qui a évincé, n'est-ce pas, Abouem, Serge Abouem, du volleyball. De Bello Bourdan. Oui, le Bello Bourdan qui a été... Il y a eu des vices, en réalité. Je l'ai dit comme ça. Alors, si vous reconnaissez qu'il y a eu des vices, vous êtes d'une chambre auguste du comité olympique. Comment se passe-t-il aujourd'hui que le comité olympique reconnaisse plutôt Bello Bourdan comme président de la fédération contre des décisions de la Cour suprême du Cameroun? Non, ce n'est pas nous qui reconnaissons. C'est sa tutelle qui reconnaît. Serge Abouem avait eu un problème. C'était un problème, je me dis, on lui a reproché d'avoir été un peu arrogant vis-à-vis des membres. Mais lui, si vous me demandez, il est dans son bon droit. Il est dans son bon droit. Absolument. Qui est le président de la FECA Volley pour le moment? Comme vous avez dit, c'est vous qui avez dit que c'est maintenant Bello Bourdan qui est là. Ah mais non, celui qui est là, mais la décision... Oui, mais c'est ça. Mais je dis que moi aussi, je vous dis que je reconnais que l'autre, M. Abouem, Serge Abouem, est le président légitime du volleyball camerounais. Vous avez vu, elle a fait la Coupe d'Afrique des Nations, le volleyball qui s'est tenu ici à Yaoundé.
il y a eu des équipes. Une partie de l'équipe de volleyball qui se reconnaissait de Abouem, qui n'a pas joué. Et une autre équipe qu'on a montée de toutes pièces, qui est venue jouer, on nous a éliminés. Alors que lui, il a gagné 3 coupes d'Afrique de volleyball. Avec l'équipe qui était là, ensemble réunis. On dit que c'est quelque part. Vous comprenez, vous, en tant qu'ancien ministre, en tant que membre éminent du Comité national olympique et sportif du Cameroun, que des décisions de justice soient autant violées par un ministre? Je m'interdis de porter un jugement à ce niveau-là. J'ai dit que, comme vous, je constate que la décision de justice est appliquée. Point. Pardonnez-moi, mais n'est pas à juger un membre du gouvernement. J'ai dit que j'essaie seulement de juger les faits. Je ne cherche pas les contours. Je rappelle d'ailleurs qu'un championnat national de volleyball est prévu, ou a été prévu entre le 1er et le 2 février à San Milima, et que la justice camerounaise, dans une procédure, dans un référé d'heure à heure, a annulé ça ce soir, ce vendredi soir. Donc, le championnat devrait ne plus se tenir. Sauf si, comme d'habitude, on brave les décisions de justice. Monsieur le ministre, je vais vous permettre de regarder la caméra qui est devant vous. Ce doigt, là voilà, pour que vous passiez un message avant que nous ne recevions pour un dernier passage Florent Barga qui viendra vous dire ce que pensent les téléspectateurs de votre passage. Un dernier message. Bon, le dernier message pour moi c'est politiquement, du côté politique. Vous, c'est à votre choix, c'est à votre guise. Bon, parce que si c'est le côté politique, je me dis que nous, on est en train d'aller vers une élection présidentielle. Cette élection présidentielle de 2025, nous la souhaitons apaisée, nous la souhaitons transparente, nous la souhaitons, n'est-ce pas, acceptable par tous les partis, tous les politiques. Donc, ça c'est politiquement ce que je peux dire. Au niveau, n'est-ce pas, maintenant du social, je voudrais que les partis camerounais, je dis la partie nord-ouest et sud-ouest, les partis extrême nord, les partis de la région, par exemple de l'Est, pour ce qui est du conflit central, que la paix revienne dans ces zones-là, que la paix vraiment revienne, parce que vous savez qu'on ne peut rien faire si on n'a pas. Tout développement se construit quand il y a d'abord la paix. Quand il n'y a pas de développement, quand il n'y a pas de paix, il ne saurait avoir de développement. Donc, vraiment, comme je disais, comme disait Martin Luther King, je rêve d'un jour où, au nord-ouest et au sud-ouest, à l'extrême nord et à l'est, où, n'est-ce pas, les fils, les populations de ces zones-là, de ces régions, puissent aussi se lever tranquillement, dormir tranquillement, se lever tranquillement, vaquer à leurs occupations tranquillement, comme sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Si à l'extrême nord, le Boko Haram a été un peu affaibli, à l'est, le conflit a été un peu aussi éteint, mais au nord-ouest et au sud-ouest, le conflit est resté encore vif. Parce qu'on a des tueries tous les jours. On a des braquages, on a des incendies, on a tout. Nous souhaitons, donc j'ai dit que je rêve donc de ces jours-là, où là-bas aussi, les gens peuvent vraiment s'asseoir autour d'une table ensemble, manger ensemble, boire ensemble, dormir, sans, n'est-ce pas, avoir peur d'être attaqué. Et ça, c'est mon souhait. Et c'est vraiment les rêves que j'ai pour ces régions. Et je crois qu'avec la volonté, le chef de l'État a déjà beaucoup fait. Il a fait le dialogue national, il a fait, n'est-ce pas, créer les DDR, il a créé les comités chargés de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais il reste que, n'est-ce pas, les militants que j'ai rencontrés de ces zones-là disent qu'ils souhaitent encore que le président en fasse un peu plus avec un dialogue inclusif pour que toutes les parties soient conviées à ce dialogue et que tout le monde s'assied et que chacun vomisse ce qu'il a dans son ventre
les gens essaient de voir tout ça et après, on s'entend sur quelque chose d'essentiel pour que la paix revienne. Moi, je dis, c'est mon souhait dans ces zones-là. Et aussi, vraiment, les gens puissent un jour vaquer, n'est-ce pas, paisiblement à leurs occupations, sans crainte d'être, n'est-ce pas, attaqués, sans crainte d'être, n'est-ce pas, un peu volés. Monsieur le ministre, merci d'être passé. Je vous remercie. Sali Dairo, ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, ancien député de l'Assemblée nationale pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, membre du bureau politique du RDPC. Merci de nous avoir été fidèles. Pour rester en compagnie des programmes de Vision 4 Télévision, entretien exclusif. Merci et bonsoir. Merci à vous.